Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le débat de France 24. Il sera consacré aujourd'hui au Soudan. Ce sont des chiffres, vous allez le voir, qui permettent de mieux comprendre la sévère crise humanitaire que traverse le pays. Pays plongé, vous le savez, dans une guerre fratricide entre l'armée et les FSR depuis le 15 avril dernier. Selon les Nations Unies, 100 000 personnes ont déjà été contraintes de fuir vers les pays voisins. Le conflit a également fait plus de 334 000 déplacés internes. La bonne nouvelle de la journée est intervenue en milieu d'après-midi avec l'annonce de cette trêve de 7 jours annoncée par le gouvernement sud-soudanais. Je vous présente désormais ceux qui vont m'accompagner jusqu'à 19h55. En plateau à mes côtés, Frédéric Joly, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge ici en France. Face à vous, Antoine Basbous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Et puis nous sommes en ligne depuis Lyon avec Marc Goutalier, spécialiste du Soudan et du Moyen-Orient. Vous êtes l'auteur notamment de Quand le printemps brouille les cartes, paru en 2017 aux éditions du Félin. On découvre l'ouvrage. Vous avez également vécu 6 mois au Soudan en 2010, juste avant la sécession du Sud. Et puis depuis Genève, Hasni Abidi, je vous salue, directeur du CERNAM, le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Merci en tout cas à vous quatre d'être là. Avant de tous vous donner la parole, on va retrouver notre correspondant dans la région, Bastien Renouille. Bonjour Bastien, vous revenez tout juste du Soudan où donc une nouvelle trêve de 7 jours a été annoncée. On se demande bien sûr maintenant si elle va être respectée. Bonsoir, bien c'est toute la question et je peux vous dire que nombre de mes contacts à Khartoum n'y croient pas à l'heure actuelle. Ils me disent qu'il y a déjà eu des trêves par le passé au cours des 2 dernières semaines, qu'aucune n'a tenu jusqu'à présent. Alors pourquoi celle-ci tiendrait sur le long terme? Pourquoi ces combats s'arrêteraient effectivement? Ils n'y croient pas. Alors quelle est la différence entre cette trêve et les précédentes? Eh bien, les précédentes ont été établies sous des pressions internationales de la part notamment des États-Unis ou de l'Arabie Saoudite. Celle-ci a été négociée par des pays de la région, par l'IGAD plus précisément, l'autorité intergouvernementale pour le développement. C'est une organisation est-africaine qui promeut la paix et le développement dans les pays de la région. L'organisation avait déjà nommé 3 envoyés spéciaux pour le Soudan. Au début du conflit, le président du Kenya, du Soudan du Sud et de Djibouti. Il devait se rendre à Khartoum pour organiser une médiation entre les généraux Hemeti et Bourhan, le chef des forces de soutien rapide, et le chef de l'armée. Et selon des sources diplomatiques, eh bien, ils ont reçu une fin de non-recevoir officiellement car les combats étaient beaucoup trop intenses dans la capitale pour pouvoir accueillir des chefs d'État. Alors depuis, eh bien, le Soudan du Sud a essayé d'organiser une médiation qui se transforme donc en une trêve visiblement. C'est ce qu'a annoncé le Soudan du Sud il y a quelques heures, mais voilà, ça n'a pas encore été confirmé ni par l'armée ni par les forces de soutien rapide. Une trêve qui devrait durer 7 jours à partir de minuit le 4 mai et une trêve qui devrait permettre à l'armée et aux forces de soutien rapide d'envoyer des émissaires à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, pour négocier. Mais pour négocier quoi? Eh bien, c'est toute la question, car l'armée a déjà dit dans le passé qu'elle refuserait toute négociation avec les forces de soutien rapide avant la dissolution des FSR. Et le général Hemeti, le chef des forces de soutien rapide, a dit hier qu'il refuserait toute négociation puisqu'il pense pouvoir emporter la guerre qui continue donc au Soudan et notamment à Khartoum où mes contacts me disent qu'ils entendent toujours les tirs, les explosions, qu'ils voient les avions de chasse de l'armée dans le ciel bombarder de nombreuses parties de la capitale. Beaucoup n'y croient plus, beaucoup souhaiteraient pouvoir quitter la capitale. Des centaines de milliers de personnes sont déjà déplacées internes, comme vous le disiez, plus de 100 000 personnes ont déjà quitté le pays et on peut craindre eh bien, que la situation ne continue à se détériorer au cours des prochains jours si le conflit continue. Merci beaucoup Bastien pour tous ces éléments. Je me tourne vers vous, Frédéric Joly. On imagine que vous réjouissez aujourd'hui de cette trêve. Qu'est-ce que ça peut changer ? Ça changera quelque chose si cette trêve tient, et comme le soulignait votre correspondant, effectivement, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Une chose est sûre, c'est que 2 semaines après le début du conflit, eh bien, la situation ne fait qu'empirer d'un point de vue humanitaire. On a vu que beaucoup de combats se déroulent en ville, donc les conséquences humanitaires sont immédiates et très lourdes. Aujourd'hui, après 15 jours, c'est toutes les pénuries les plus essentielles qui sont là, c'est-à-dire plus d'eau, plus d'électricité, les hôpitaux qui ne fonctionnent pas, et l'impossibilité pour les organisations humanitaires de pouvoir se déployer de façon substantielle, tout simplement parce qu'il n'y a aucune garantie de sécurité, et malgré des négociations pied à pied ou des tentatives, eh bien, la réponse humanitaire pour le moment reste très faible. Ce week-end, le CICR a réussi à enfin poser un avion cargo venant de notre base logistique de Amman en Jordanie à Port-Soudan avec 8 tonnes de matériel médico-chirurgical. Aujourd'hui, le défi, c'est de transporter ce matériel
vers Khartoum, c'est 800 km de route, et donc bien évidemment, c'est toutes les négociations qu'il convient d'avoir pour tenter de pouvoir enfin approvisionner des hôpitaux qui manquent de tout, et notamment qui se retrouvent submergés par l'afflux massif de blessés de guerre. Antoine Basbous, vous avez vous aussi des doutes légitimes sur le respect de cette trêve? En tout cas, elle n'est pas la première. Elle doit être cinquième ou sixième. La cinquième. Et les précédentes n'ont pas été respectées. Parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir deux crocodiles dans la même rivière. C'est une lutte à vie et à mort pour l'un et l'autre. Malheureusement, pour les Soudanais, c'est l'enlisement. Ils se battent autour des symboles du pouvoir, le siège de la présidence de la République, le commandement en chef, le siège de l'armée. Ils ne sont toujours pas entre les mains d'une faction. Les deux se battent, l'aviation, les chars, la DCA, tous les moyens sont utilisés et je ne vois pas pourquoi ils vont lâcher. Pendant ce temps, ce qui s'est passé pendant les précédentes trêves, ils ont préparé l'acheminement de matériel militaire, d'hommes, de munitions, d'armes pour la suite. Donc à l'heure actuelle, je vois qu'il y a un enlisement et que s'il y a une négociation, ça veut dire qu'il y aura un pouvoir bicéphale, deux généraux, qu'ils vont finir un jour ou l'autre à se battre à nouveau pour qu'il n'y ait qu'un seul crocodile dans le Nil. Marc Goutalier, même question pour vous. Cette trêve a-t-elle une quelconque chance d'être respectée? Et comment expliquer que les deux camps l'aient acceptée? Qu'il l'ait accepté, comme dit Antoine. Et effectivement, les précédentes trêves ont surtout servi à regarnir les arsenaux et puis à se faire bien voir d'une certaine manière, parce que tout le monde voit bien que voilà, les deux crocodiles dans le même marigot, enfin c'est une histoire vieille comme le monde, malheureusement, on se bat pour le pouvoir et pour l'argent. C'est pas très beau, donc oui, accepter une trêve, c'est sûr que ça peut améliorer un peu l'image, mais dans la réalité, quelles sont les issues? Il faudrait une solution qui se débarrasse des deux acteurs principaux et qui neutralise les deux camps. Or, c'est une lutte à mort, effectivement, et pour l'instant, les deux acteurs principaux sont les plus puissants. Donc, pour les enlever de l'équation, parce que c'est le seul moyen de retrouver la paix au Soudan, c'est de les enlever de l'équation, eh bien, il faudrait exercer une pression, des pressions suffisamment fortes pour cela. Le problème, c'est que chacun des deux camps est soutenu par un certain groupe de pays. Alors, ces pays qui ont été des pompiers pyromanes depuis 2019 et la chute d'Omar el-Béchir, qui ont fait en sorte que la transition politique, finalement, ne se déroule pas, soit parce que simplement ils ne voulaient pas de transition démocratique, parce que ça pourrait donner de mauvaises idées chez eux, soit parce qu'ils ont été négligents. Les Américains, les États-Unis ont été très négligents, les Européens, parce que le Soudan ne les intéresse pas. Ça ne les intéressait pas, tout ça. Donc, finalement, comment les neutraliser? Il faudrait effectivement intégrer les paramilitaires. Les paramilitaires n'ont rien à faire là, mais les intégrer dans l'armée. Mais en même temps, il faudrait aussi neutraliser cette armée et lui dire: vous êtes gentil, mais vous n'avez rien à faire dans cette transition démocratique. Comment faire dans la situation actuelle? C'est impensable, absolument impensable. Dès le début, dès 2019, le scénario qu'on a aujourd'hui, il était écrit. Il était écrit. Malheureusement, ce n'est pas une surprise. On le savait. C'était gros comme une maison. Mais il y a eu des négligences d'un côté, et puis il y a eu simplement des blocages de l'autre. On a confié les clés de la transition démocratique à des gens qui ne voulaient pas de la transition démocratique. Asni Abidi, quel est votre sentiment? Ça nous dit quoi aujourd'hui, cette trêve sur les deux camps qui s'opposent depuis le 15 avril, l'armée et les FSR, on le rappelle? Mais on a deux généraux, mais ce sont des généraux qui font de la politique aussi. Ils sont habitués à faire de la politique. Les deux camps ont intérêt à soigner leur image, une image à la fois sur le plan national. Ils ne veulent pas apparaître comme des personnes qui s'opposent à toute trêve humanitaire. Donc ça, c'est important. Et sur le plan international, il faut rappeler que la communauté internationale s'est gardée de prendre position avec ou pour un des deux camps. Et donc, il y a encore des évacuations de la part des pays occidentaux, de la part de d'autres États aussi. Et donc, cette trêve, elle permet à ces évacuations, mais elle donne une image de deux hommes finalement qui sont respectables malgré la situation conflictuelle actuelle. Et sur le plan local, bien entendu, c'est-à-dire les deux camps, c'est un processus parallèle. À la fois, on donne une image de deux généraux qui respectent leurs engagements ou qui ne s'opposent pas à cette trêve humanitaire, et en même temps, les deux camps, on le voit bien, ils continuent à consolider leur position militaire et en même temps, bien sûr, s'armer d'une manière substantielle pour justement parer à toute éventualité. Donc oui, moi je crois une trêve, même si elle est précaire,
c'est mieux qu'une non-trêve, c'est mieux qu'une continuation de la guerre. Il faut savoir que Salva Kiir, le président sud-soudanais, a d'excellentes relations avec à la fois le général Hamidati et avec le général Burhan. Antoine Basbous, est-ce que, comme on l'entend, les deux généraux sont convaincus qu'ils peuvent gagner la guerre et que du coup elle se terminera, celle-ci, quand l'un des deux camps aura perdu militairement ? En tout cas, jusque-là, ils ont misé sur cette option-là. Mais le fait, au 17e jour de cette offensive, de cette guerre civile, ça s'est transformé en guerre de tranchées au sein de la capitale. Guerre de tranchées, c'est une expression que vous utilisez aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il y a les positions de Hamidti, des forces de soutien rapide, qui sont positionnées dans les centres névralgiques, et l'aviation qui les bombarde. Et de ce fait, qui sont les victimes ? Les principales victimes sont les civils. L'un et l'autre pensent qu'il doit l'emporter, qu'il va pouvoir l'emporter. Et le fait que les hommes de Béchir aient été libérés la semaine dernière de prison, ça rapporte un peu de soutien au sein de l'armée et des islamistes du côté de Burhan, c'est-à-dire de l'armée régulière. En plus, avec ce qui se passe, avec l'enlisement, les puissances étrangères voisines vont forcément intervenir pour soutenir leurs poulains et leurs intérêts. On va en reparler un peu plus tard. Frédéric Joly, l'ONU parle d'une situation, une véritable catastrophe humanitaire. Quels sont vos mots pour l'exprimer aujourd'hui ? Je crois qu'effectivement, la situation est absolument catastrophique. À partir du moment où vous avez plus de 300 000 personnes qui ont fui les villes, qui ont fui les combats... À l'étranger. Avec rien, non, en déplacement interne, mais avec 100 000 Oui, 330 000 déplacés internes, pardonnez-moi, et 100 000 réfugiés. À partir à l'étranger, mais dans une région qui, d'un point de vue humanitaire, est déjà extrêmement affaiblie, des populations extrêmement affaiblies. Ne pas perdre de vue, par exemple, l'Éthiopie, ne pas perdre de vue la République centrafricaine. Donc la réponse humanitaire, pour le moment, elle est ce qu'elle est. Le CICR se repose beaucoup sur les sociétés nationales de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge des pays limitrophes, mais il s'agit à la fois d'intervenir sur les frontières et puis ensuite de faire entrer de l'aide humanitaire et faire en sorte que les belligérants, quels qu'ils soient, respectent cet accès humanitaire. Donc c'est une situation qui est allée très vite, des combats lourds dans des zones densément peuplées, avec toutes les conséquences immédiates et brutales qu'elle génère. Donc c'est une situation relativement hors de contrôle, avec des moyens humanitaires qui restent extrêmement faibles. Les Nations Unies parlent d'un sous-financement, par exemple, de leurs opérations dans la région et au Soudan. C'est la même chose pour le mouvement international de la Croix-Rouge et pour le CICR. Et donc, cette situation ne pourra pas durer éternellement, avec des conséquences encore plus graves pour la population. On manque d'eau dans beaucoup d'endroits, on manque de nourriture. Oui, c'est que j'allais vous demander de quoi oui. D'accès aux soins. On est dans le temps de l'urgence. Alors, il y a le temps politique, mais il y a le temps de l'urgence. Et là, c'est véritablement le temps du SAMU et malheureusement, l'impossibilité encore de pouvoir se déplacer avec une assistance substantielle pour les populations qui sont aujourd'hui en demande, soit terrées chez elles en attendant que ça passe, soit qui ont déjà fui, dénuées de tout, c'est-à-dire être partis avec rien du tout et s'approchant de différentes frontières ou de différents endroits en quête de sécurité. Aujourd'hui, est-ce que vos personnels se mettent en danger pour donner cette aide, pouvoir faire parvenir cette aide ? Ils se mettent en danger eux-mêmes ou pas ? Jusqu'à présent, l'humanitaire en zone de guerre est par essence dangereux, mais très clairement, depuis 15 jours, les déplacements ont été quasiment empêchés dans les villes, tout simplement parce qu'aucune sécurité et aucune garantie de sécurité n'est apportée. On a environ 400 personnes au Soudan. Eh bien, depuis 15 jours, notre population CICR, notre staff, est à la même enseigne que la population soudanaise qui subit les combats. Marc Goutalier, on a l'impression, malgré les 5 trêves précédentes, que ce conflit, il s'étend à une vitesse grand V. On va parler un peu plus tard du Darfour notamment. Oui, encore une fois, il est difficile à ce stade d'en voir la fin. On a eu un certain nombre, donc comme j'expliquais, de pompiers pyromanes qui ont créé cette situation. La seule bonne nouvelle, c'est que les pays dont je parle, ça peut être l'Égypte, les pays du Golfe, d'autres acteurs infra-étatiques sont impliqués. Aucun d'entre eux n'a vraiment intérêt à ce que le Soudan se transforme en une espèce de trou noir de violence qui risquerait de déborder sur leur territoire. Donc de ce point de vue, on peut être relativement optimiste. Mais encore une fois, dans le même temps, ces États-là ne vont pas abandonner leur homme, leur poulain aussi facilement. Donc une extension de violence, oui. Qui soutient qui concrètement ? Alors concrètement, on a le général Burhan, qui est le chef de l'armée, qui est plutôt soutenu par l'Égypte,
Son modèle, c'est le président égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, ils ont d'ailleurs le même prénom. Tandis que Hemeti est davantage soutenu par les Émirats. Il est proche aussi de la Russie. Il a des liens avec le groupe Wagner. Il a des liens avec Khalifa Haftar en Libye. Donc on a des affrontements de cet ordre. Les deux seules puissances qui, à mon sens, pourraient, si elles y mettaient vraiment du leur, intervenir, ce sont les États-Unis, mais bon, jusqu'ici, ils n'ont pas été très, très performants, et puis les Chinois. Les Chinois, à mon sens, ce sont les seuls qui ont à la fois la légitimité et la neutralité, on va dire, nécessaire pour calmer le plus les choses. En plus, c'est très à la mode en ce moment, la Chine s'investit beaucoup dans la région, alors que les États-Unis sont plutôt en reflux. Hasni Abidi, vous partagez le sentiment de Marc Goutallier, la Chine pourrait jouer à l'avenir un rôle important ou pas selon vous? Je ne sais pas si elle a d'abord la volonté et l'envie de le faire, et ça c'est la question principale. La Chine ne peut pas être sur tous les fronts, elle a assez de dossiers ouverts, mais évidemment la Chine, elle pèse lourdement dans cette région du monde, et notamment évidemment dans les relations avec le Soudan. Oui, les États-Unis peuvent jouer un rôle important s'ils le veulent. D'ailleurs, ils ont associé leurs efforts à l'Arabie Saoudite, et on sait que l'Arabie Saoudite, pour des raisons géostratégiques, elle a une proximité à la fois avec Al-Burhan, mais elle n'a jamais coupé aussi les liens avec Hamidati, qui a donné main forte au prince héritier Mohammed Ben Salman dans sa coalition arabe contre les Houthis au Yémen. Et de ce fait, je pense plutôt entre Riyad et Washington, il pourrait avoir finalement une coalition ou une pression amicale sur les deux belligérants. Bien sûr, les Chinois, ils vont d'abord étudier leur chance. Du côté américain, on regarde plutôt les projets russes qui dérangent énormément. Et je pense d'abord la base militaire à Port-Soudan et aussi d'autres projets économiques, mais aussi militaires qui peuvent aussi stimuler les États-Unis et la pousser à jouer un rôle beaucoup plus conséquent que ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui. Et on va désormais écouter une porte-parole du HCR. Selon elle, près de 800 000 personnes pourraient à terme quitter le Soudan. Situation humanitaire évidemment catastrophique. Écoutez. On estime que plus de 100 000 réfugiés ont traversé la frontière pour se rendre dans les pays voisins, y compris les réfugiés soudanais, les Sud-Soudanais de retour et d'autres qui étaient eux-mêmes réfugiés au Soudan. Aux côtés des gouvernements et des partenaires, le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a établi un chiffre initial de plus de 800 000 réfugiés et rapatriés qui pourraient fuir le Soudan vers les pays voisins. Dans le Darfour ? On va reparler du Darfour, Antoine Basbous. Les pays voisins, Frédéric Joly, sont-ils aujourd'hui en capacité d'accueillir plus de Soudanais? Et si oui, lesquels? Je crois que malheureusement, la situation est très compliquée. Vous avez des déplacés internes, vous avez des réfugiés, vous avez des retournés. Donc déjà, une situation qui est extrêmement compliquée aux frontières du Darfour. Des pays souvent très affaiblis. Si on prend uniquement, par exemple, des réfugiés éthiopiens, si on prend la problématique de la République centrafricaine. Donc apporter une aide qui était déjà compliquée à apporter sur ces pays-là, aggravée par la situation d'aujourd'hui, on peut raisonnablement en tout cas, s'attendre à une aggravation de la situation si des solutions politiques ne sont pas trouvées. On découvre la carte à l'antenne. Hein. Voilà, et donc sur les frontières, eh bien, le CICR et évidemment le Haut Commissariat pour les réfugiés eh bien, font ce qu'ils peuvent. En République centrafricaine, notre délégation est entièrement mobilisée en ce moment sur le nord pour essayer d'apporter une réponse à plusieurs milliers de personnes qui sont déjà sur la frontière, mais c'est la même chose en Éthiopie, c'est la même chose du côté tchadien où là beaucoup de problèmes commencent à se poser. Donc la véritable problématique, c'est le respect de l'accès humanitaire. C'est la capacité aux gens de pouvoir se déplacer avec un minimum de garanties et c'est aussi la possibilité aux humanitaires, et je ne parle pas uniquement que du CICR, mais de toutes les organisations qui se tiennent prêtes avec leurs propres moyens à essayer d'apporter un bout de réponse. Mais une fois de plus, très clairement, on peut partir dans une situation hors échelle où en tout cas les humanitaires ne seront pas capables d'absorber une telle situation si effectivement les projections du HCR portant à 800 000, peut-être 1 million de personnes venaient à arriver. Antoine Basbous, vous vouliez parler du Darfour. Il faut dire que c'est une région qui a été meurtrie par le passé, encore une fois aujourd'hui. Oui, non, je voulais dire qu'il y a eu des humanitaires de l'ONU qui ont été assassinés dès le 2e jour au Darfour. Il y en avait 2, je crois. Ouais. Et donc, à vrai dire, toutes les frontières qui entourent le Soudan sont des frontières molles
sont des pays pauvres qui n'ont pas de structure et donc le CICR, pour intervenir, voilà, il a beaucoup de difficultés. Il ne peut pas s'appuyer sur une plateforme solide. Pour revenir à ceux qui peuvent intervenir utilement, je dirais que d'un côté, les Chinois connaissent le pays parce qu'ils sont implantés dans le pétrole, dans les hydrocarbures. Économiquement, donc? Oui, économiquement, ils négocient, ils connaissent les gens. Ça fait très longtemps qu'ils sont bien implantés. Ça fait combien de temps surtout, qu'ils sont au Soudan, les Chinois? Ça fait au moins 30 ans, au moins, dans de gros projets. Mais là, on a vu s'illustrer l'Arabie avec le pont maritime, le pont aérien. L'Arabie, le port de Jeddah, était le centre d'évacuation de beaucoup de nationalités. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et je crois que l'Arabie, qui a accès aux deux dirigeants, peut, plus que d'autres pays, surtout si elle est soutenue par les États-Unis, parvenir à les amener à de meilleurs sentiments l'un par rapport à l'autre. Sauf que l'un et l'autre ils se qualifient mutuellement de putschistes. Et donc là, ils prononcent des termes définitifs et ça sera difficile de reculer et de revenir en arrière et de se reparler. Marc Goutalier, cet afflux massif de réfugiés soudanais, selon vous, il peut réellement déstabiliser la région? Et si oui, comment concrètement? Alors, le Soudan, c'est 40-45 millions d'habitants. Khartoum, c'est 5 millions d'habitants. Il faut rappeler que c'est une ville qui, pour ceux qui y ont vécu, c'est une ville qui était relativement calme, l'une des plus sûres du continent africain. Donc, c'est un choc à ce niveau-là. On est dans une zone particulièrement désertique, une zone très instable tout autour. On en a parlé aussi, que ce soit l'Éthiopie, la Centrafrique, le Tchad. L'Égypte, c'était pas si brillant il y a si peu de temps. L'Égypte, il y a plus de 100 millions d'habitants, tous concentrés essentiellement sur l'axe nilotique. Donc, si on rajoute de plus en plus de personnes dans ces pays-là, avec autant de problèmes, avec ces frontières molles, etc., oui, clairement, ça rajoute des crises aux crises. Hasni Abidi, on sait que beaucoup de pays voisins du Soudan regardent la situation aujourd'hui avec inquiétude, à commencer par l'Égypte. On en a parlé du général Al-Sisi. Le Caire aujourd'hui a peur de quoi? Que le scénario soudanais ne s'invite chez lui, qu'un autre militaire en somme vienne contester son pouvoir? Il n'y a pas seulement la contagion sur le plan militaire. On peut dire que Sisi, aujourd'hui, même s'il a des difficultés économiques et des relations un peu tendues avec certaines monarchies du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et même les Émirats Arabes Unis, mais surtout ce qui l'intéresse, c'est les flux massifs de la population. On a bien vu aujourd'hui que dans des postes frontaliers au sud, il y avait des situations déplorables. Et c'est grâce, évidemment, comme j'ai pu suivre, et grâce à l'engagement de la population soudanaise que les efforts ont été réalisés. Ça, le premier élément. Deuxième élément, on sait très bien que finalement, l'Égypte, c'est une caisse à résonance pour ce qui se passe au Soudan. Il y a des liens très importants. L'Égypte a besoin du Soudan pour ce conflit important, un conflit de survie sur le barrage d'Al-Nahda avec les Éthiopiens. Et évidemment, un démembrement, une implosion du Soudan, c'est une perte stratégique. L'Égypte qualifie le Soudan de sa profondeur stratégique. Il n'a pas intérêt à ce que ce pays-là implose ou à ce que vraiment il devienne un État failli, loin bien sûr de la question de scénario militaire et d'un putsch au sein même d'un autre putsch. Je dirais que la dimension civile et la dimension régionale et internationale pèsent lourdement dans le calcul de la direction égyptienne. Crainte de l'Égypte, crainte des Émirats, je vous en prie, Antoine Masbous, répondez à monsieur. Je voudrais ajouter un point, c'est que il y a deux crises qui entourent l'Égypte majeures, la Libye et le Soudan, et on voit l'absence du poids de ce pays sur ses deux voisins. Donc là, il y a une dilution du rôle diplomatique de l'Égypte dans son voisinage immédiat. Évidemment, avec plus de 100 millions d'habitants, l'Égypte a un fardeau très, très insupportable pour elle par ces temps de crise, guerre d'Ukraine, montée du prix des céréales. Mais en même temps, l'Égypte n'a aucune envie de voir un chef milicien l'emporter à Khartoum, venant du Darfour et qui a des relations trop proches des Émirats Arabes Unis, alors que l'Égypte préfère que Burhan l'emporte. Donc la situation est bien délicate pour le Caire. C'est un peu le point commun entre le Yémen et le Soudan, ce pouvoir bicéphale dont vous parliez tout à l'heure. On se souvient des deux gouvernements, à Tobrouk et à Tripoli, notamment en Libye. Oui, en Libye, c'est la même chose. Il y a deux gouvernements, l'un à l'est, l'autre à l'est, ou plutôt
un gouvernement reconnu qui a la caisse à l'ouest et l'autre qui n'est pas reconnu internationalement, qui végète à Sirte et qui est soutenu par le maréchal Haftar. Mais bon, là, en l'occurrence, il y a des frontières qui sont stabilisées grâce ou à cause de l'implication des Turcs à l'ouest et des Wagner à l'est. Donc Wagner est également présent au Soudan, notamment dans le Darfour, où ils exploitent l'or, protègent les gisements de mines. Ce sont des mines de surface. Ils sont eux également qui pratiquent le transport du minerai vers des destinations soit russes, soit émiraties. Marc Goutalier, vous avez peur, vous redoutez également que le scénario libyen ne s'invite au Soudan avec ce pouvoir bicéphale dont parlait M. Basbous? Oui, et en même temps, on est sur les combats sont concentrés à Khartoum et au Darfour. Mais le Darfour a toujours été une région à problème. Le Soudan a toujours eu des périphéries instables. Mais là, c'est à Khartoum. Les gens se battent à Khartoum. La capitale est divisée. Différents sièges de pouvoir, etc., sont l'objet d'attaques, d'offensives, etc. La division se fait à Khartoum même. Elle n'est même pas, j'allais dire, sur le pays. La Libye, il y a eu une fracture très rapide. Depuis 2011, on parle de Libye fracturée. Là, on n'a même pas un Soudan fracturé. C'est partout. Partout, il y a la division. Partout. Et spécialement à Khartoum. Donc, c'est encore plus compliqué. Les violences sont intriquées. Enfin, il y a des crises. Vraiment, la capitale est une caisse de résonance pour l'ensemble du pays. Frédéric Joly, quelles sont les actions que vous comptez mener dans les prochains jours? Est-ce que vous le savez tout d'abord? L'urgence, bien sûr qu'elle a été identifiée. C'est l'accès aux soins, c'est l'eau et c'est la nourriture pour des centaines de milliers de personnes qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation absolument catastrophique. Et puis c'est peut-être aussi rappeler, alors je sais bien que ça fait toujours vœu pieux, mais que ce qu'on appelle la conduite des hostilités, la façon de se battre, quand on voit les combats qui sont menés en ville dans des zones densément peuplées, il est quand même pas inutile de rappeler que épargner les civils, c'est une obligation du droit international humanitaire, ne pas s'attaquer aux infrastructures essentielles à la survie des civils, les stations de production d'eau potable, les stations d'électricité, évidemment ne pas s'attaquer aux hôpitaux, c'est quelque chose normalement d'intangible, auquel tous les États sont tous partis aux conventions de Genève et tout le monde doit s'astreindre, quel qu'il soit, dès lors que l'on se bat, eh bien de les respecter. Or, aujourd'hui, on voit que depuis 15 jours, même l'accès humanitaire, le plus essentiel, n'est pas respecté. Aujourd'hui, il fait plus de 40 degrés là-bas, toutes les pénuries sont là. Cette situation devient plus que catastrophique et elle va s'aggraver d'heure en heure. Et ce que je disais tout à l'heure entre le temps politique et le temps de l'urgence médicale, le temps des secouristes, des sauveteurs, des humanitaires qui essayent d'apporter un bout de réponse, eh bien, il y a un décalage qui est tragique pour les populations. Je disais tout à l'heure le CICR a pu apporter un avion cargo à Port-Soudan. On va essayer de voir comment cette aide médico-chirurgicale est dispatchée. Un deuxième avion devrait partir très prochainement. Avec à son bord, quel genre de matériel? Toujours la même chose. On est en train véritablement sur Khartoum de cibler le médico-chirurgical, donc l'absorption des blessés et faire tenir les malades qui étaient déjà hospitalisés pour d'autres raisons, et ensuite apporter le minimum pour des populations qui se terrent sans aucune sécurité à ce jour. Antoine Basbous, est-ce qu'aujourd'hui les deux camps disent se battre ou non au nom du peuple ou pour leur propre camp, pour leur propre initiative? D'abord, ils disent que l'autre partie est putschiste, c'est mutuel. Et de notre côté, ils n'épargnent rien. Il y a les vols, les viols, les pillages. Même les dépôts des agences humanitaires de l'ONU ont été pillés. Au mépris total de la vie des civils. Absolument. Et puis, il y a 75% des hôpitaux de Khartoum sont hors service depuis maintenant une semaine. Donc, je ne sais pas comment les gens vont gérer, vont vivre, vont survivre, les blessés. On parle de quelques 500 morts, mais je présume qu'il y en a 3 fois plus. On parle de 4000 blessés, mais je suis certain qu'il y a 3 fois plus. Donc, c'est une situation humanitaire d'une urgence absolue que les belligérants n'en tiennent pas compte. Marc Goutalier, ce qui m'interpelle, moi, aujourd'hui, c'est qu'on vient d'annoncer une nouvelle trêve de 7 jours, et c'est le pessimisme qui est de mise ici. C'est une question de dynamique, je pense. Depuis la chute d'Omar el-Béchir, il y a eu des hauts et des bas, mais on voyait bien que la tendance générale, c'était vers les bas.
Et encore une fois, l'éclatement du 15 avril, l'éclatement des violences du 15 avril, on le voyait poindre à l'horizon comme un gros orage, voilà. Et depuis que le 15 avril, alors qu'on a envie de dire, mais vous battez pour vous, vous battez pour le pouvoir, vous battez pour l'argent, pourquoi vous vous arrêtez pas? Ben non, on s'arrête pas parce qu'on on est persuadé de gagner. Donc, on est dans une dynamique qui est de plus en plus délétère. Et puis, il y a un passif. Il y a un passif sur le Soudan. Le Soudan est le pays d'Afrique qui a connu les guerres civiles les plus longues. Donc, il y a ce passif-là. Il y a ce passif des violences au Darfour. Il y a 20 ans, voilà, il y a eu des massacres de masse qui ont été commis notamment par des gens dont aujourd'hui le chef c'est Hemeti, c'est l'un des principaux protagonistes. Il y a un passif violent au Soudan. Et c'est très paradoxal parce qu'en même temps, depuis 1956, depuis l'indépendance du Soudan, les Soudanais, les citoyens soudanais ont montré à de nombreuses reprises leur rejet de l'autoritarisme. Ils se sont mobilisés, ils ont fait tomber des généraux, ils ont fait tomber des dictateurs, le dernier Omar el-Béchir, et ils se retrouvent encore là-dedans. Parce qu'il y a cette histoire de violence, etc., qu'ils subissent. Ils sont encore une fois les premiers à subir ça. Ils méritent évidemment bien mieux. Hasni Abidi, peut-on parler aujourd'hui de guerre civile au Soudan ou pas du tout? Non, on est peut-être face à une guerre contre les civils, mais on n'est pas dans une guerre civile. La question, c'est qu'aujourd'hui, les civils donc le mélange de politique et de militaire a produit cette situation. Les militaires ne devaient pas s'occuper de cette question de transition. Et je pense que le silence de la communauté internationale, puisque le coup d'État de M. El-Burhan n'a pas été condamné. Le Conseil de sécurité, après plusieurs tentatives, n'a pas réussi à condamner avec plusieurs oppositions. D'ailleurs, la Chine et la Russie, parmi les premiers qui ont contesté de parler d'un coup d'État, on a parlé finalement d'une prise de pouvoir par la force. La même chose même pour l'organisation de l'unité africaine. Je crois que M. Hamidati, mais aussi dans les forces, sont responsables de plusieurs dépassements et plusieurs atteintes contre les manifestants à Khartoum, sont responsables de la situation. Ils ont senti finalement une certaine impunité à la fois régionale mais internationale et qui les a conduits finalement vers cette configuration. On est tenté par comparer par le scénario libyen, mais il n'est pas tenable, il ne résiste pas à l'analyse. D'abord, même en Libye, on n'a pas de gouvernement, parce que le gouvernement de l'Est, il est fictif. C'est plutôt le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Le général Haftar, à Khartoum, on dit que nous avons notre Haftar, qui est Hamidati. Hamidati n'est pas du tout militaire de carrière. C'est le cas, par exemple, du général Haftar. Hamidati est un milicien. Et la grande peur et la grande pression que subit le chef de l'armée soudanais, c'est de la part de ses pairs, de ses généraux, qui ne veulent pas, dans un incident, un milicien, un chef de milice, soit intégré. Il a été intégré par Omar el-Béchir. Et c'est pourquoi la relation avec les islamistes, elle est ambiguë, parce que ce sont les islamistes qui ont donné ce statut à Hamidati. Et vous savez qu'au Soudan, il y a plusieurs milices. Si Hamidati gagne le pari face à Al-Burhan, ça veut dire que d'autres milices vont demander la réintégration ou elles demandent tout simplement d'être reconnues en tant qu'entité militaire, ce qui va affaiblir l'armée classique qui est derrière Al-Burhan. Donc on est vraiment face à une situation d'abord d'armée, de privatisation militaire et aussi face à une situation où l'armée soudanaise a voulu se mêler finalement à la transition politique. Et c'est une question importante puisque Hamidati lui-même dit « Je ne veux pas d'une transition de 2 ans, je ne veux pas d'intégration de 2 ans, il faut absolument 10 ans. » Et le général Al-Burhan qui est pressé, qui dit qu'on a un délai de 12 ans. Et tout ça, c'est là la question, bien sûr, de la négociation de cette transition qu'on a laissée malheureusement aux seuls militaires. Antoine Basbos, vous vouliez réagir? Disons que quel est le mobile, quel est le moteur des dirigeants au Soudan? Quelle est la tradition? C'est un militaire qui réussit son putsch et qui s'impose. S'imposer pourquoi? C'est pour gouverner et surtout c'est pour s'enrichir. C'est ça. L'un et l'autre veulent éliminer l'adversaire pour gouverner avec son clan et pouvoir mettre la main sur les fortunes du pays. C'est un pays extrêmement riche. Il a l'eau, il a les terres fertiles, il est 4 fois plus grand que la France à peu près. Et puis, il a aussi des hydrocarbures, il a des gisements de minerais formidables. Donc, il y a beaucoup de richesses, mais l'armée consomme à peu près 75%, sinon 80% du budget. Tout ça, c'est pour se maintenir au pouvoir, c'est pour avoir
le pouvoir et pour s'enrichir. Donc les vrais mobiles, c'est ça. L'un et l'autre cherchent la même chose. Ils ne peuvent pas se côtoyer, cohabiter et survivre dans la même rivière. Frédéric Joly, ce qui est triste, notamment pour les Soudanais, c'est qu'à un moment, ils ont eu cet espoir démocratique qui a donc été renversé par ces doubles coups d'État. Et peut-être que lors de cette période, eh bien, vous avez pu apporter encore plus d'aide et les Soudanais se sont sentis peut-être soutenus par le monde extérieur. Ce n'est plus le cas aujourd'hui ? Non, je pense, enfin, l'humanitaire s'est surtout distingué, particulièrement pendant les 20 ans de la guerre au Darfour. Le CICR y est depuis 45 ans, il connaît bien, il a accompagné les différentes tensions, conflits sur les frontières, etc. Oui, peut-être qu'il y a eu effectivement une parenthèse, mais qui se retrouve de façon la plus tragique qui soit, entièrement refermée à ce stade. Et pour les humanitaires, c'est une situation qui est, me semble-t-il, inconnue. On pensait que le Darfour était quelque chose d'extrêmement qui avait mobilisé, en tout cas, la planète humanitaire. Aujourd'hui, il faut que cette planète continue à se mobiliser compte tenu des besoins et des urgences. Mais on est quand même face à quelque chose d'assez hors échelle qui se prépare. Et une fois de plus, avec toute une région qui nécessitait aussi beaucoup d'assistance humanitaire. Je pense particulièrement à l'Éthiopie. Si on va un peu plus au sud, on prend la Somalie. Enfin bref, il y a plein d'endroits qui se retrouvent aujourd'hui dans des urgences, enfin des millions de personnes face à des urgences humanitaires. Et la grosse inquiétude, qu'est-ce qu'on peut finalement apporter à des situations aussi colossales ? Il y a une particularité quand même au Soudan, c'est que autant Burhan que Hamidati ont commis du nettoyage ethnique au Darfour et ils ont bénéficié de l'impunité. Maintenant, ils se battent pour contrôler Khartoum, pour contrôler tout le pays et ses richesses. Or, ce sont des gens qui auraient dû être traduits devant la CPI pour le nettoyage ethnique qu'ils ont commis en étant associés l'un et l'autre au Darfour. Marc Goutalier, je vous voyais opiner du chef. Oui, il faut rappeler qu'Omar al-Bashir et d'autres et certains autres dignitaires de son régime ont été inculpés par la CPI, par la Cour pénale internationale pour voilà ce qui s'est passé au Darfour. C'est important d'évoquer Bashir parce que bon, il s'est échappé, on ne sait pas où il est, etc. Mais c'est un peu lui le responsable actuel parce que les deux crocodiles qu'on voit aujourd'hui se battre dans le même marigot, ce sont des produits de son régime. Omar al-Bashir était issu de l'armée, il avait renversé un pouvoir élu en 1989. Comme il était issu de l'armée, il était bien au courant qu'il fallait mettre l'armée un peu sous surveillance. Il fallait se la concilier, mais il fallait la mettre sous sa surveillance. La meilleure technique pour ça, c'était de créer des paramilitaires. Donc il a créé des paramilitaires qu'il a envoyés se battre notamment au Darfour, il les a institutionnalisés, puis il a été renversé. Donc il y a eu l'armée, il y a eu les paramilitaires qui se sont retrouvés face à face. C'est un produit de son régime, ce sont deux produits de son régime qui aujourd'hui se disputent pour conserver ce qui reste de son régime. Parce que Omar al-Bashir est tombé en 2019, mais en réalité, son régime n'est jamais tombé. Asni Abidi, quel est votre sentiment justement sur la suite des opérations ? Est-ce que vous pensez que les deux camps vont arriver ? Notamment, on a parlé de ces discussions qui vont avoir lieu à l'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ça peut aboutir ? Il y a une opportunité qui est intéressante, mais on voit très bien aujourd'hui l'absence totale de la société civile, de la classe moyenne. On l'a bien vu très présent dans les rues de Khartoum et dans plusieurs villes pour demander le départ de al-Bashir et même pour dénoncer après le putsch de M. al-Burhan. Après, elle a été intégrée à plusieurs forces politiques, par exemple les forces de la liberté et de changement, et avait une division même au sein de l'opposition. Cette guerre finalement entre les deux camps, entre al-Burhan et Hamidati, va les affaiblir les deux. C'est une guerre d'usure et les deux parties qui sont plus importantes, leur affaiblissement pourrait profiter finalement à d'autres forces. Le Soudan ne peut être gouverné que par des civils. Seule une gouvernance civile est en matière de diriger ce pays-là et en éloignant l'armée des affaires politiques. Donc je pense que cette absence, elle est due à un attentisme de la part de plusieurs partis politiques qu'on n'entend pas aujourd'hui, qu'on n'en voit pas aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons opportunistes, parce qu'ils voient finalement qu'ils sont face à deux ennemis. Ce sont les deux qui ont finalement torpiller le processus de transition démocratique. Il vaut mieux attendre probablement un moment opportun pour se montrer et parler d'un autre Soudan. Le retour des civils au pouvoir au Soudan, c'est une idée totalement utopique aujourd'hui, totalement enterrée. En tout cas, on ne peut que l'applaudir, mais ça reste romantique et ça n'a pas
de racines dans le pays. Les gens voudraient ça, mais L'espoir aujourd'hui, d'il y a 2-3 ans est totalement disparu. Ceux qui ont les verrous du pouvoir sont les militaires, les militaires et les miliciens. Ceux qui bénéficient de l'impunité de tout ce qu'ils ont fait. Peut-être seraient-ils sensibles au fait que leurs comptes à l'étranger, parce que c'est ça, leurs fortunes ne sont pas au Soudan, si leurs comptes à l'étranger, que ce soit dans les pays arabes ou ailleurs, sont bloqués. Ça peut-être, ils seraient sensibles à cela. Il faut jamais sous-estimer Marc Goutallier, sur cet espoir démocratique, il est définitivement enterré selon vous. Hasni Abidi, je vous redonne la parole juste après. Marc Goutallier, sur cet espoir démocratique, totalement enterré aujourd'hui ? La crise actuelle au Soudan, à mon avis, pose fondamentalement la question de la démocratisation dans toute la région. Aucun dirigeant de la région, Israël compris, y compris en Israël, ne veut d'une démocratie au Soudan, ne veut d'une démocratie dans la région. Parce que si ça ne marche pas, ça va créer le chaos du point de vue des dirigeants autoritaires. Je me permets de vous si couper, ça vous marche, parliez ça d'Israël. donnerait de mauvaises idées. Je me permets de vous couper, Marc Goutallier, vous parliez Oui. d'Israël. Israël a un système démocratique. Oui, c'est pour ça que je dis y compris, je rajoute Israël, je dis les dirigeants dans la région et Israël, je mets Israël, mais on sait qu'Israël en ce moment, voilà, il y a des dérives qui s'y déroulent, mais évidemment je fais une distinction, c'est important, et je vais même expliquer pourquoi aucun de ces pays dans la région ne veut d'une démocratie. Parce que pour eux une démocratie c'est soit le chaos, soit ça marche, mais dans ce cas-là ça risque de s'étendre, et donc ça menacerait leur pouvoir. La clé, elle est là. Les pays, le Soudan est un pays qui est pauvre, qui est relativement faible dans la région et qui donc dépend en particulier de la bonne volonté de ses voisins, des pays du Golfe en particulier, qui ne veulent pas de la démocratie. Et c'est aussi pour ça que, bien sûr, l'Arabie Saoudite pourrait faire une médiation, mais je ne suis pas sûr que, de toute façon, elle faciliterait une démocratie. L'introduction, enfin, la transmission d'un pouvoir à des civils, c'est pas son intérêt. Vous allez me dire la Chine non plus, mais à la limite la Chine se contenterait d'une démocratie, ça c'est pas un problème. Alors que pour les pays de la région, c'est hors de question. Et juste une parenthèse sur Israël, parce que il y a eu un accord de normalisation qui a été passé en 2020, à la fin de l'ère Trump, entre le Soudan et Israël. Pourquoi c'est important? Parce que à ce moment-là, on avait encore des espoirs de transition démocratique au Soudan, mais il fallait de l'argent. Et le gouvernement Trump, la démocratie c'était une chose, mais c'était plus intéressant qu'il y ait la normalisation. Donc il y a eu une espèce de chantage. On a dit on va lever les sanctions contre le Soudan, parce que ça a étouffé complètement l'économie soudanaise, mais en échange, vous allez normaliser vos relations avec Israël. Ce n'était pas la priorité du moment, et il y avait que les militaires qui pouvaient le faire, parce que les Soudanais n'en voulaient pas de cette normalisation. Et un gouvernement démocratique ne voulait pas de cette normalisation. Donc il y avait que les militaires. Donc cette normalisation a aidé à renforcer les militaires, ça les a encouragés aussi. Ça, c'est la faute des Américains. Après est venu Biden, mais Biden ne s'intéresse plus vraiment à la région. Donc voilà, les États-Unis ont été incohérents, même si aujourd'hui ils souhaiteraient, évidemment, je pense, l'émergence d'une démocratie au Soudan, ce serait dans leur intérêt. Ils n'en ont ni vraiment les moyens, ni la volonté. Encore que, comme le soulignait Antoine, voilà, si ils avaient mis des sanctions plutôt, par exemple, sur certains responsables, Hemeti en particulier, mais pas que, peut-être que ça aurait changé les choses. Est-ce qu'à ce stade, ça changerait des choses? Merci beaucoup Marc Goutallier. C'est déjà la fin de ces 45 minutes de débat. Ça passe très vite. Merci Frédéric Joly. Merci Antoine Dasbous. Merci Marc Goutallier. Merci Hasni Abidi. On se retrouve demain pour le prochain débat. Et le prochain journal, c'est dans 5 minutes sur notre antenne. Restez avec nous, bien sûr.